Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui autour de 3 négoces Gédimat et avec la COFAS pour échanger sur l'évolution du secteur du BTP. Est-ce qu'on parle de reprise? Est-ce qu'on parle de récession? Enfin, quels sont les enjeux de ce secteur? Où en est-on par rapport à tout cela? On va faire d'abord un rapide tour de table des différents intervenants pour que vous sachiez qui est qui autour de cette table. Et puis ensuite, on évoquera les principales questions d'aujourd'hui autour du secteur. Où en est-on dans le neuf? Où en est-on dans la rénovation? Qu'est-ce qui se passe au niveau des travaux publics? Un peu le ressenti terrain, le ressenti macroéconomique. Arnaud Brocard, dites-nous un petit peu, présentez-nous votre négoce et dites-nous un peu d'où vous venez. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Arnaud Brocard, je suis président de Sodimat, adhérent Gédimat depuis 1989. Nous avons 6 points de vente dans l'Oise. Je suis donc président d'une société familiale puisque je suis la 4e génération. À l'origine, mon arrière-grand-père avait créé une briqueterie, donc, et ensuite ça s'est on a développé l'activité négoce et historiquement donc nous étions dans le gros œuvre et actuellement nous sommes toujours dans le gros œuvre avec une forte spécialisation et on a une activité très marquée gros œuvre, excusez-moi. Nicolas, dites-nous un petit peu... Bonjour, donc je m'appelle Nicolas Macaret, je dirige l'entreprise Bruy Vacheran Gédimat qui se situe à Saint-Quentin dans l'Aisne. Pareil que Arnaud, donc on fait partie d'un groupement qui s'appelle Gédimat depuis 1988 je crois. Sinon l'entreprise est aussi familiale et elle a été créée en 1888, comme la Tour Eiffel on va dire. Et voilà, avec une clientèle à 60% professionnelle et 40% de particuliers. Merci Nicolas. Thierry Braque, dites-nous. Thierry Braque, Gédimat Braque, donc à Cambrai, et donc dans le 59, et à Orbec dans le Calvados dans le 14. Donc entreprise également familiale, plusieurs générations, et l'entité actuelle depuis mon grand-père en 1937. Avec une clientèle essentiellement professionnelle, à 75% professionnelle et donc 25% particulier, et plus axé sur la rénovation. Très bien, merci. Frédéric, dites-nous. Bonjour tout le monde, donc Frédéric Vissoc. Alors je dénote un petit peu parce que je suis la première génération chez COFAS des Vissoc. Plus sérieusement, je suis responsable de la branche construction à la direction de l'arbitrage de COFAS France. Merci. D'abord, pour démarrer un petit peu, donc, on parle aujourd'hui de reprise, mais avant une reprise, évidemment, il y a une période un petit peu plus compliquée à gérer, depuis la crise de 2008, hein, si on met un peu en perspective. Donc, une petite dizaine d'années de repli d'activité. Comment, à tour de rôle, vous pourriez nous dire comment vous avez géré cette période, on va dire, plus contrastée? Quelles ont été vos principales stratégies par rapport à ces années de redéploiement? Dites-nous un petit peu à tour de rôle, effectivement, comment vous avez géré tout cela. Alors nous, à notre niveau, on a donc la récession a commencé en 2009 et donc notre première action, ça a été de créer un nouveau point de vente. On a senti cette récession dans 5 de nos points de vente et on s'est dit que c'était peut-être l'opportunité pour nous d'en créer un 6e dans un secteur qu'on ne travaillait pas. Et donc on a profité de cette récession pour faire cette création à périmètre comparable. C'est-à-dire que nous n'avons pas embauché, on a redéployé les effectifs sur 6 points de vente alors que nous en avions 5. Ensuite, les années suivantes, on a essayé de gérer au plus juste. Je dirais qu'on a réduit un petit peu la voilure. Tout le personnel qui est parti n'a pas été remplacé. Et ensuite, on a essayé d'axer notre travail pour renforcer nos spécialités, accroître la formation auprès des équipes pour qu'on soit plus professionnel encore, pour essayer de bien marquer la différence face à nos concurrents. Voilà. Un petit peu le... Nicolas, par rapport à ça, dites-nous à la fois au niveau de votre affaire et puis peut-être au niveau du groupement Gédimat,
Oui, donc Quelles ont été les... même chose que mon collègue, hein, on a adapté la voilure, hein, puisque depuis 2008, et ça pas que pour nous, mais c'est 25% du chiffre en moins chez le négoce en matériaux en général. Donc on a réduit, on a tapé dans les équipes, on a réduit les effectifs. On a aussi constamment investi dans l'outil de travail pour se démarquer de la concurrence en amenant des nouveaux services également. Et puis beaucoup de formations concernant l'accueil, hein, l'accueil et puis la formation de notre personnel pour vraiment se démarquer, apporter une différence et dire voilà, on a quand même notre place sur ce marché et on amène quelque chose à nos clients au niveau de l'accueil, du conseil et de la qualité de nos produits. Ensuite, pendant cette période difficile, hein, depuis 2008, on a eu aussi la chance, vous en parliez tout à l'heure, d'avoir un groupement, Gedimat, qui a su accompagner ses adhérents, qui a toujours été à l'écoute avec des équipes compétentes, qui a fait un bon suivi, que ce soit au niveau conseil, financier, et qui a vraiment porté ses adhérents pour se maintenir. Et voilà, c'est important de le souligner. Voilà. Donc adaptation au niveau de l'outil, adaptation au niveau de l'outil, un groupement qui nous a soutenus. Qui vous soutient dans vos démarches à moyen long terme. Thierry Braque, peut-être en complément, vous à votre niveau, comment vous avez ressenti les choses? Qu'est-ce que vous avez... On a profité des difficultés de la crise pour se remettre en cause dans l'organisation. Alors aussi bien en interne, dans le personnel, qui fait quoi, de quelle manière, etc. Donc revoir les procédures et puis de s'améliorer pour trouver une meilleure productivité. Et puis également sur notre gestion de stock au quotidien, de procéder à une analyse bien approfondie et puis d'essayer d'affiner là où on pouvait affiner, là où on avait des stocks dormants, de réduire et puis d'apprendre à gérer beaucoup mieux là où on était un peu lâche un peu avant. Là, il a fallu qu'on s'améliore sur ce point de vue, sur ce point-là. Et puis également, on a travaillé également nos gammes de manière à devenir encore meilleurs par rapport à nos images de spécialistes, d'aller plus loin dans les démarches, dans le plan de vente, dans la démarche commerciale et vraiment s'axer sur des points de spécialité qui étaient déjà existants, mais les marquer encore plus fortement. Et donc évidemment, c'est passé par de la formation en interne, avec nos fournisseurs, par organisme, etc. Donc, voilà ce qu'on a mis en place pour traverser au mieux les difficultés dues à la crise. Parfait. Frédéric, j'imagine que ce sont des choses qui vous parlent. Donc le terrain qui nous dit redéploiement d'agences, réorganisation en interne, hein, à la fois des effectifs, de la formation, de la valeur ajoutée de par le conseil donné, et puis également travail sur le BFR, hein, qui sont des sujets quotidiens Tout à fait, de notre quotidien à tous. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, quelque chose que vous avez ressenti, vous, à votre niveau, au niveau de COFAS? Alors bon, déjà, il faut rappeler que la reprise dans la construction est une réalité, et ceci depuis au moins 2015, puisque cette année-là, la construction dans son ensemble en valeur a cru de presque 1%. Cette reprise s'est confirmée en 2016 avec une croissance qui a frôlé les 2%. Et pour cette année, les anticipations sont même pour une croissance de 4%. Après, toutes les composantes de la construction n'ont pas repris au même moment et au même rythme. C'est essentiellement la construction de logements neufs qui, depuis quelques années, tire le secteur. Construction de logements neufs qui est repartie aussi à la faveur de facteurs externes favorables. Hein. C'est un peu l'alignement des planètes. Les taux d'intérêt bas ont resolvabilisé la clientèle. Les dispositifs fiscaux sont également plus souples et plus avantageux, que ce soit pour l'accession à la propriété avec le PTZ+ élargi, comme pour la loi Pinel qui a fait revenir les investisseurs sur le marché.
Mais il ne faut jamais oublier que le secteur de la construction, hors travaux publics, est constitué quand même à 60% par la rénovation. Et là, la reprise dans la rénovation a été plus décalée et moins importante. Parce que là, on parle pour l'année 2016 d'une reprise modeste, enfin, d'une reprise plutôt d'une stagnation à 0,5%. Sur 2017, la progression devrait être guère supérieure, peut-être 1%. Alors, il est vrai aussi que la rénovation ne reprend pas de façon très importante comparée à la construction de logements neufs, mais c'est aussi un secteur qui est de toute façon relativement résilient par rapport aux évolutions du marché, donc ne s'effondre pas non plus en temps de crise. On l'a vu ces dernières années, même si la rénovation a beaucoup souffert, elle a quand même moins souffert que la construction de logements neufs durant les 10 années de crise. À noter que les anticipations quand même sur la rénovation devraient être positives aussi pour un facteur qui joue aussi pour la construction de logements neufs. Je parlais de la resolvabilisation des acquéreurs. Ça joue pour la construction de logements neufs, mais ça joue aussi, on le voit depuis au moins deux ans, ça joue très très fort aussi dans l'immobilier ancien. Et là, il y a un lien direct avec la rénovation, puisque le nombre de transactions immobilières, qui était d'un peu plus de 800 000 cette année, devrait largement dépasser les 920 ou 930 000 cette année. Et c'est plutôt bénéfice pour la rénovation, puisque quand un logement ancien change de main, il y a souvent des travaux, ne serait-ce que de rafraîchissement, qui permettent de tirer le secteur de la rénovation par le haut. Et puis, il y a aussi une autre activité dont on parle beaucoup, où là, à défaut de reprise, on va dire que l'hémorragie a cessé, c'est le secteur des travaux publics, qui était encore en terrain négatif en 2016, puisque les travaux publics ont une baisse de valeur de moins 0,8% en 2016. Et les anticipations pour cette année devraient être de plus de 2,5%, mais là aussi à relativiser, puisque les travaux publics sont quand même énormément tirés par quelques grands chantiers comme le Grand Paris, qui ne sont pas le fonds de commerce habituel des travaux publics. J'aime oublier que les travaux publics sont dépendants à plus de 60% de la commande publique et 40% des collectivités locales, donc les mairies, les départements, les régions en province. Et les collectivités locales continuent à avoir leurs finances sous pression et la commande publique émanant des collectivités locales reste elle aussi sous pression. Donc globalement, le secteur repart, mais à relativiser, puisque la construction de logements neufs est quand même le moteur principal et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. La rénovation, c'est plus poussif et c'est quand même la part très importante du secteur, 60% de la construction. Et les travaux publics, c'est quand même beaucoup tiré par quelques grands chantiers qui ne font pas, comme je disais, le fonds de commerce du secteur et qui sont des locomotives, mais ne sont pas non plus les éléments les plus déterminants pour le secteur. Moi, je souhaiterais rebondir sur ce qu'a dit M. Vissoc. Les chiffres qu'il nous a donnés avec un redémarrage à partir de 2015-2016, nous, sur le terrain, on a eu du mal à le ressentir. Alors, je pense qu'il faut mettre ça un petit peu en perspective. Je pense qu'il y a des grosses disparités régionales. Certes, il y a eu un redémarrage, mais le redémarrage, à mon avis, à mon sens, a été plus marqué dans le sud de la France ou dans le sud-ouest. A contrario, le nord, l'est ou la Picardie, en 2015 et 2016, on n'a pas vu ce rebond. On sent depuis quelques mois, effectivement, une inversion de la tendance. Je dirais que ça a commencé chez nous à compter d'avril 2017, avec un redémarrage du neuf et principalement du gros œuvre. A contrario, le second œuvre, pour l'instant, n'a pas redémarré. Maintenant, quand le gros œuvre redémarre, il y a fort à penser, à croire que le second œuvre va suivre. Et puis autre précision, le redémarrage a été fait dans le neuf. Le neuf comporte plusieurs branches. Je dirais qu'il y a la branche de la maison individuelle, il y a la branche du collectif. Nous, notre activité de négociant est
plus orienté sur la maison individuelle. Et je pense que le rebond que l'on a senti en 2016 était plus marqué sur le collectif que sur la maison individuelle. Donc nous, actuellement, le redémarrage, l'inversion de la tendance est très récent et date de quelques mois. Nicolas, vous partagez ce diagnostic? Il est bavard, mon voisin. Comment vous ressentez tout ça, vous? Alors nous, on le ressent. Alors effectivement, il y a une légère reprise, très légère, puisqu'on est quand même dans des régions plus ou moins sinistrées, on peut le dire, en Picardie. Et après, il y a un phénomène qu'on rencontre tous les jours, parce qu'on discute avec nos clients sur le terrain tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'acteurs sur notre ville de Saint-Quentin, au niveau entreprise de bâtiments. Et il y a une concentration du coup des carnets de commandes qui se remplissent chez ceux qui existent encore. Et c'est vrai qu'on a l'impression, quand on croise une entreprise, j'ai un an et demi d'avance. Et il y a beaucoup moins d'acteurs aussi. Donc une concentration qui s'opère. Voilà, nous on met un peu de... Et par rapport à la répartition chiffre d'affaires marge aussi, c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce que les marges arrivent à se relever ou c'est plutôt une tendance chiffre d'affaires au détriment de la rentabilité? On travaille beaucoup sur nos marges, justement, parce qu'on a un besoin pour nos structures. Donc, quand je prends mon cas, en tout cas, on n'a pas baissé au niveau du taux de marge, mais on y travaille beaucoup avec nos équipes. Voilà. Et puis, vis-à-vis de la nouvelle concurrence qu'on a en discount, notamment sur la ville, où ils ont des plans de vente loin d'être complets. Donc, on fait attention sur les prix dits sensibles pour nos clients, mais à côté de ça, on a des spécialités où on peut relever un peu les marges parce que personne ne le fait, justement. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Vous parliez d'une nouvelle concurrence, justement, Nicolas, par rapport à ça. Donc, on parlait tout à l'heure de formation des équipes, de spécialisation, d'expertise métier. C'est des choses qui vous parlent, j'imagine? Oui, alors nous, on a eu 6 nouveaux acteurs en termes de concurrence, que ce soit du discount, des spécialistes chauffage, spécialistes couverture. Donc, 6 nouveaux acteurs depuis 2014, donc en plus de la crise. Donc, ça a été plutôt compliqué. C'est pour ça qu'on a vraiment mis le paquet sur tout ce qui était formation, choix de nos produits, et puis accueil du client, puisque on peut avoir le plus beau magasin du monde tout neuf. Si on a un mauvais accueil ou on ne sait pas donner le conseil, on va décevoir le client final. Donc on travaille beaucoup là-dessus et aussi sur les services qu'on peut apporter à nos clients professionnels qui comptent beaucoup sur nous également, quoi. Je me permets juste de rebondir sur ce qui a été dit précédemment et qui finalement confirme un petit peu par la vision terrain ce qu'on peut voir, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup focalisé ces derniers mois, ces dernières années sur une reprise du secteur de la construction en regardant un indicateur qui reste un indicateur phare, qui est la construction de logements neufs, mais qui ne résume pas à lui seul l'état du secteur de la construction. Et c'est pour ça que ce que vous dites, c'est très intéressant, parce que là aussi, ce que je rappelais, la construction, c'est quand même beaucoup la rénovation pour 60%. Ce que j'ai dit jusqu'avant, c'est que la rénovation, la reprise était beaucoup plus poussive. Et dans la construction de logements neufs, on sait très bien aussi qu'elle est très influencée par l'hétérogénéité du territoire, à savoir que là où on construit beaucoup, c'est quand même dans les zones où la demande est forte, qui plus est encore en plus avec des conséquences sur le prix du foncier. Donc toutes les régions n'ont pas non plus profité au même niveau de cette reprise dans la construction neuve. Et pour ce qui est de la rénovation, qui concerne 60% de l'activité, la reprise a été plus poussive et moins importante. D'où justement ce ressenti terrain que vous avez qui tempère un petit peu l'enthousiasme sur cette reprise. Monsieur Brec, c'est quelque chose que vous partagez, ça? Enfin, est-ce qu'on parle de mythe ou de réalité quand on parle de reprise? Et autre levier peut-être dont on parle de temps en temps, et je sais que vous y êtes sensible, l'aspect incitation fiscale. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai levier pour vous en termes de déploiement? Alors, mythe ou réalité de la reprise, oui, on va dire c'est une réalité, c'est un peu mieux, mais il faut se rapporter par rapport d'où on vient. Donc on vient de traverser quand même des années très compliquées, de l'ordre de moins 25% par rapport aux années 2008.
Donc oui, ça va un peu mieux. L'hiver a encore été très compliqué l'hiver dernier, hein, donc de octobre 2016 à mars-avril 2017. C'était quand même un climat assez morose avec notamment nos artisans et même nos particuliers. Depuis le mois d'avril-mai, on sent que ça va mieux, ça bouge dans le bon sens et c'est encourageant. Mais voilà, il faut relativiser la reprise. Un climat des affaires qui s'améliore, mais une reprise encore voilà. Au démarrage, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Si on mais peut, si on peut ça va mieux, c'est sûr que ça va mieux. Mais voilà, il faut le relativiser. Après, oui, il y a des secteurs qui fonctionnent mieux que d'autres. Si on prend un gros secteur qui tourne et où nos clients sont sensibles à ça, c'est tout ce qui concerne le monde de l'isolation. Donc là, effectivement, avec les enjeux environnementaux, les contraintes économiques, l'évolution du coût de l'énergie, etc., ce sont des secteurs d'activité où on sait que l'isolation, c'est un investissement qui peut être aujourd'hui aidé avec quelques incitations. Il y a le système des combles à 1 euro, mais il y a d'autres choses également qui sont existantes. Donc ça vient nous aider dans notre commerce. Ça, c'est un gros secteur. Après, il existe des petites niches, comme également l'environnement extérieur, tout ce qui est aménagement extérieur, où effectivement, on se rend compte qu'il y a des évolutions un peu là, de société et de consommation. Il y a quelques années, c'était sur la cuisine. Tout le monde a fait des travaux dans sa cuisine parce que c'est devenu une pièce à vivre. La salle de bain, il y a eu également une grosse des investissements qui ont été faits. Et aujourd'hui, on arrive également sur l'environnement et l'aménagement extérieur. Donc ça, ce sont aussi des niches réelles, existantes, sur lesquelles il faut s'adapter, parce que ce n'était pas forcément au départ nos produits de base et nos spécialités, mais sur lesquels on travaille et on propose une offre, on se forme, on se spécialise. Spécialisation, incitation fiscale, redéploiement d'agences. Comment est-ce que vous vivez peut-être ces prémices de reprise avec vos partenaires, que ce soit les partenaires bancaires ou assureurs crédit? Est-ce que vous vous sentez accompagné? Comment est-ce que vous communiquez avec eux justement pour essayer de capitaliser sur ces effets de reprise? Comment vous gérez la relation? Je vais me permettre de démarrer. Il y a certains partenaires financiers qui ont compris que ça redémarrait et que surtout on avait fait tout ce qui était possible de faire pour se maintenir, pour pérenniser nos affaires, et qui ont compris l'effort qu'on fait depuis plusieurs années, qui ont été de gros efforts de nous-mêmes et nos équipes, et de GEDIMAT, et puis certains qui ne comprennent pas du tout, qui se réfèrent qu'à des analyses de chiffres, bilanciels et j'en passe, et qui ne considèrent pas les fonds propres, si nos affaires sont payées, et ça crée quand même des tensions puisqu'il reste quand même sur des choses négatives, alors que justement on a beaucoup positivé depuis 2008 et je pense qu'il y a des décisions qui ne sont pas méritées et on n'est pas toujours suivi comme on devrait l'être par nos partenaires financiers. Au niveau de nos assureurs crédit, les discours sont plutôt bons. C'est vrai qu'il faut qu'on échange plus, parce que c'est vrai qu'on essaie de se voir une fois par an, mais c'est pas suffisant, je pense. Il faut qu'on échange, surtout pour savoir où il faut aller chez nos clients, parce qu'ils ont l'information aussi. Et puis, ça sera que bénéfique d'échanger plus avec nos assureurs crédit, quoi. Donc plus d'échanges, plus de partage d'informations. Est-ce que vous avez peut-être des points là-dessus, Thierry Braque ou Arnaud Brocard, à rajouter dans la relation quotidienne avec vos partenaires? Juste rajouter qu'effectivement, nos partenaires financiers ne nous ont pas forcément toujours soutenus. Je pense qu'une des grosses motivations de leur position actuelle, c'est qu'on est dans le secteur du bâtiment. Et dès que vous parlez de secteur du bâtiment, ça freine beaucoup de monde, ça fait peur à beaucoup de monde parce que c'est un secteur
secteur d'activité où il y a eu un grand nombre de défaillances. Donc dès lors que vous êtes un acteur dans le monde du bâtiment, on freine des cas de fer et j'ai le sentiment que nos partenaires financiers ont pris peur. Enfin pour certains. Maintenant, au niveau de notre relation avec les assureurs crédits, cette période un petit peu délicate nous a aussi permis d'un petit peu évoluer, d'aller chercher de l'information auprès de nos clients, de modifier un petit peu notre façon d'appréhender le risque et d'être peut-être un petit peu plus rigoureux. Donc l'échange que nous avons eu ces dernières années nous a permis, entre guillemets, de grandir. Voilà. Quel est le Après, sentiment au niveau de nos artisans et de nos professionnels, comme effectivement les affaires étaient difficiles et qu'on avait besoin de renseignements, le discours s'est un peu libéré par rapport aux encours qu'on peut essayer d'avoir avec, sur nos clients, par l'intermédiaire de l'assurance crédit. Et ce qui était tabou il y a encore quelques années, l'est beaucoup moins. Alors tout le monde ne connaît pas encore le système de l'assurance crédit, tout le monde, tous nos artisans ou entreprises, tout le monde ne maîtrise pas, mais il y a quand même eu un sacré progrès. Donc ça, on va dire, c'est un petit côté positif par rapport à ça. On va dire, on est passé d'un domaine tabou à on sait en parler, et à commencer par nous, quoi. On a plus peur de parler du crédit avec nos encours, avec nos artisans. Est-ce que le courtier, et notamment à E-Group, puisque c'est le point commun qui existe entre vous trois, vous a aidé à fluidifier cette relation avec l'assureur? Comment est-ce que vous ressentez la relation avec le courtage justement au quotidien? Est-ce que c'est une aide pour vous? Est-ce que c'est un soutien? Ou comment est-ce que vous ressentez tout ça? Pour ma part, pour moi, E-Group et Coface, c'est la même personne, quoi. Voilà. Quand j'appelle mon courtier, c'est vrai qu'on sent qu'il est, il est investi, il va répondre à nos demandes, il va se battre des fois pour certains dossiers. Et pour moi, c'est courtier et Coface, quand j'ai besoin de quelque chose, je fais appel à mon courtier qui va travailler pour moi quelque part, quoi. Voilà. Donc il y a une vraie relation, il y a un partenariat et un vrai soutien. Alors, oui. Juste pour apporter une précision quand même, E-Group est un courtier indépendant, même si on est partenaire de Coface, bien entendu, mais on ne travaille pas que avec Coface. C'est un petit peu aussi la particularité de notre société, c'est que nous ne sommes pas agents, même si nous avons des liens privilégiés avec Coface depuis l'origine, ça c'est indéniable. Il faut bien comprendre qu'on est là en soutien pour aller plus loin et qu'on n'est en aucun cas effectivement un frein, mais ça vous le soulignez. On essaie de fluidifier le business et je pense que c'est important effectivement dans ces périodes actuelles de davantage communiquer, c'est ce que vous soulignez tous les quatre, d'apporter de l'échange et pas de rester sur des situations figées. Avec les banquiers, comment est-ce que les réactions peuvent se faire sentir? C'est pareil, il y a beaucoup de disparités entre... Je pense qu'il y a des politiques de banque qui font que sur le terrain, après, c'est plus ou moins difficile. Je pense qu'ils prennent des décisions suivant les analystes, suivant... cette année, on va privilégier tel secteur. Je ne veux pas citer de banque, mais avec certaines, ça se passe très bien, elles comprennent nos difficultés. Et puis d'autres, il y a un blocage et on sent que ça ne vient même pas de la part du conseiller, c'est qu'il a des consignes, mais ça se ressent. On leur dit, mais non, c'est pas vrai. Mais on les connaît, on ne va pas les citer, on n'est pas là pour ça. Et c'est grave parce que, encore une fois... Des situations pas homogènes, j'allais dire. Vraiment, c'est vraiment très disparate. C'est assez hétérogène. Oui, moi je me plains pas encore trop sur les banquiers. Globalement, ils ont joué le jeu, mais par contre, on a senti beaucoup plus de frilosité sur ces dernières années, notamment dans les demandes de garantie, etc. De dire, attendez, oui, mais est-ce qu'on peut fiabiliser un peu ça? Là, on a senti que c'était un peu plus... Ils étaient plus prudents, beaucoup plus de prudence.
pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure avec AU Group, dans la relation, oui, vous êtes là pour nous aider et nous aider dans la relation avec la COFAS, et ça nous aide et c'est intéressant. Tant au quotidien que, on va dire, plus ponctuellement, annuellement, quand il faut refaire le point sur les évolutions, les dossiers, etc. Donc ça, c'est un travail intéressant pour nous en tant qu'assurés qu'on apprécie. Et par rapport à la COFAS, oui, on est content d'avoir une réponse d'assurance et de crédit, parce qu'aujourd'hui, bon, moi je suis le premier à dire, si je ne serais pas capable de travailler sans assurance crédit, ce serait j'aurais trop peur de la catastrophe. Donc on est bien content d'avoir une couverture, une garantie, un parachute. Maintenant, c'est sûr que parfois, on en voudrait un peu plus, pas forcément plus dans le montant de la garantie, mais plus d'informations, plus de réalité terrain, plus de pertinence. Et c'est là où on en demande plus à l'assureur. Par rapport au secteur du BTP, donc c'est aussi le rôle de COFAS, d'avoir une spécialisation d'arbitrage par métier. Donc vous, Frédéric, votre équipe, elle est spécialisée vraiment sur le bâtiment. On parlait de reprise, mythe ou réalité. Quel est un petit peu donc le ressenti? On disait que la reprise, finalement, elle est récente. Elle date de mars-avril pour les négoces en région. Vous, est-ce que vous en percevez, j'allais dire, les effets, et quels sont les moteurs de cette reprise? On disait que le neuf, oui, mais un peu d'essoufflement. Comment est-ce que tout ça se positionne? Si on parle des effets au niveau d'un assureur crédit, on le voit déjà, et c'est corroboré par les statistiques sur les défaillances d'entreprise, par une amélioration de la sinistralité enregistrée sur le secteur de la construction par COFAS. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, et on le voit aussi d'ailleurs sur les chiffres de défaillance d'entreprise, puisque sur une année glissante, tout secteur confondu, on doit tomber maintenant à 55 000 défaillances d'entreprise, tout secteur, et la construction, qui est toujours le secteur le plus pourvoyeur de défaillances d'entreprise, toujours sur une année glissante à fin août, fin septembre, on doit être maintenant passé de 14 000 il y a un an à 12 000. Donc il y a une amélioration. Et nous, on le voit aussi également dans les sinistres qui nous sont déclarés par nos assurés, où si la construction reste toujours le principal pourvoyeur de sinistres pour un assureur crédit, mais j'ai envie de dire que c'est aussi parallèle au fait que c'est le secteur qui est également celui qui enregistre le plus de défaillances d'entreprises. C'est aussi celui où on retrouve le plus de population d'entreprises, donc il y a quand même un lien un peu mécanique. On a constaté une amélioration de la sinistralité ces derniers mois. Après, sur la reprise, on a parlé des déterminants en début d'intervention, à savoir que c'était quand même beaucoup la construction de logements neufs qui était repartie la première, qui tirait l'ensemble du secteur, et pour des facteurs qui étaient de toute façon traditionnellement exogènes au secteur. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est quand même beaucoup les taux d'intérêt faibles qui recevabilisent la demande. Les primo-accédants sont revenus sur le marché. Et surtout dans un pays comme la France, il y a toujours une demande de logement qui est là. Quand elle n'est pas au rendez-vous, c'est qu'il y a un problème de solvabilité de la demande. Dès lors que les taux d'intérêt sont bas, que les prêts immobiliers sont avantageux, la demande sans mauvais jeu de mots, ne demande qu'à revenir sur le marché. La croissance, elle a peut-être aussi un effet induit qui pourrait... on est un peu dans la période critique en ce moment. À savoir qu'elle est quand même là, y compris pour des segments qui sont un peu plus poussifs, comme la rénovation ou les travaux publics, mais elle est là quand même sur tous les grands segments de la construction aujourd'hui. Et les carnets de commandes se regarnissent.
On le voit dans les bilans des entreprises. Et on est, comme vous le disiez, sur une population d'entreprises qui conserve encore une image difficile auprès de ceux qui peuvent les accompagner en termes de financement, d'autant plus que la construction est quand même constituée à plus de 90% de micro-entreprises ou de TPE, donc à la surface financière relativement limitée et donc à l'accès au crédit qui est compliqué. Et donc justement, en ce moment, on est peut-être dans une période un peu sensible où les carnets de commandes se regarnissent, où les chiffres d'affaires vont progresser, mais où la conséquence de tout ça est la nécessité de financer le cycle d'exploitation, donc un alourdissement du BFR, et avec un accompagnement en termes financiers qui peut-être ne va pas suivre. Et des risques d'allongement dans les délais de paiement, voire même de sinistres, voire même dans les cas extrêmes de remontée des défaillances. D'autant plus qu'on est aussi sur un secteur donc, de micro-entreprises où on a beaucoup parlé de l'amélioration des taux de marge des entreprises en France grâce à différentes mesures. C'est à relativiser aussi dans les entreprises de la construction où les taux de marge sont quand même encore bien inférieurs à 20%, là où dans le reste du secteur, elles sont remontées à 30 ou un petit peu plus, quoi. Par rapport à ça, encore une fois, le thème d'aujourd'hui, c'était de dire le BTP, on est un petit peu à la croisée des chemins. Hein. Est-ce qu'on parle de reprise ou au contraire, est-ce qu'on est encore sur une activité un petit peu contrastée? On parle aussi de pénurie de main-d'œuvre, hein, je crois, dans ces phénomènes de reprise. C'est quelque chose que vous indiquiez tout à l'heure en préparation de cet entretien. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce que ça peut peser aussi par rapport au levier de développement de cette croissance? Comment est-ce qu'on peut gérer ça en fait? Gérer ça, je ne sais pas. Par exemple, pour prendre un exemple précis, concret, j'ai un collègue qui a un Gédimat sur Hirson qui est à 60 km de Saint-Quentin. Il n'a plus de chauffeur pour ses camions. Il ne trouve pas de chauffeur pour ses camions. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est vrai que c'est très compliqué dans certaines régions. Il y a une difficulté de formation. Parce qu'il y a un besoin, de toute façon, c'est sûr, de main-d'œuvre et que ne trouvent pas forcément nos entreprises. Et certains collègues ont du mal aussi à recruter, quoi. Mais également chez nos clients, c'est pareil. Ils recherchent certaines spécialités et ils ne trouvent pas. Ça va repartir. Ça c'est de nature à déstabiliser également parce que ça va être le jeu de Jean Desbauchins par ici, ça, c'est par malsain, là. et on a connu ça en 2008, voilà. Où c'était hyper malsain. Les gens se piquaient voilà, même nous avec la concurrence, hein, les gens font de la surenchère, quoi. C'est un peu la difficulté du travail de niche, c'est-à-dire que vous avez déployé des spécialisations, des spécialités, développé des formations en interne, et c'est peut-être là qu'est la clé, c'est-à-dire est-ce qu'on a la compétence pour développer de nouvelles activités? Si on ne l'a pas, on va aller la chercher. Et ceux qui n'arrivent pas à aller la chercher se retrouvent dans des situations difficiles. On a une question des internautes là, sur les taux de marge. Est-ce que vous sentez en fait une pression accrue sur les taux de marge actuellement par rapport à vos activités quotidiennes depuis justement ces phénomènes de reprise de mars-avril? Est-ce qu'on travaille le chiffre d'affaires au détriment de la marge? Ou est-ce qu'au contraire, Nicolas, vous nous répondiez tout à l'heure, vous disiez que finalement pour vous la marge se maintenait. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, Arnaud et Thierry? Très rapidement, je laisserai parler mes collègues après. Nous, on arrive à maintenir notre taux de marge. Hein. On n'a surtout pas voulu plonger en faisant des produits de piètre qualité pour vendre du bas prix absolument. Ça, on s'est interdit de le faire puisqu'on a une image qualité. Et je pense qu'il y a en France beaucoup de gens qui croient encore à la qualité, et on le voit au quotidien, qui reviennent chez nous après avoir goûté au discount, par exemple. Et puis on a beaucoup travaillé sur nos marges, tout en faisant quand même attention, et ça en pensant au client final, au particulier, à avoir pour tout ce qui est article sensible, dit prix sensible, à ne pas dépasser un certain seuil, quoi. Et sur des spécialités, là où on apporte vraiment un réel service, on peut se permettre de gagner un peu plus notre vie, quoi. Mais sur les prix sensibles, on fait très attention à ce qui se passe au prix de marché, on va dire.
Moi, je voudrais juste faire un petit focus. Certes, les marges restent stables, mais il faut savoir d'où on part. Entre 2008 et maintenant, les marges se sont quand même érodées. Alors même si on a fait un travail sur nos marges pour essayer de les maintenir, on part de très bas, comme le disait M. Vissoc. Nos marges ne sont pas de 30% comme on peut le voir dans les autres secteurs. Elles sont un peu plus basses. Et donc, effectivement, c'est notre travail au quotidien d'essayer de les maintenir. Mais le redémarrage, pour l'instant, je parle pour moi, se traduit plus au niveau du chiffre d'affaires. Les remontées de marge, pour l'instant, on ne les voit pas. Bon, après, on a essayé au quotidien de sauver quelques points de marge ou quelques dixièmes de points de marge en travaillant avec des confrères sur des BFA, sur des objectifs avec des fournisseurs et des achats groupés. Donc ce qu'on perd sur le terrain parce que le prix de marché est plus bas et qu'il faut s'aligner, on essaye de le récupérer en amont chez nos fournisseurs sur des objectifs, des challenges, des achats groupés, etc. Et à ce niveau-là, est-ce que vous n'avez pas une vraie contrainte avec la GSB, justement, puisque la GSB, par définition, génère du volume, donc on l'a bien compris, pas forcément des marchés de niche, mais qui dit volume dit pression, évidemment, sur les marges. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous redoutez alors contrecarré un peu par l'effet groupement GDIMAT, j'imagine, mais il y a sans doute un véritable enjeu à ce niveau-là, non, en termes de maintien, voire de redéploiement de marge. On s'aperçoit également que les GSB ont très bon prix sur les produits sensibles et qu'à côté, souvent, on est moins cher. Donc ils vont mettre en avant un certain nombre de produits pour dire, vous voyez, on est en dessous du prix de marché. Par contre, si on a le malheur de prendre l'article qui se trouve à côté, en général, voilà. Mais les gens ne le voient pas. Le consommateur, en général, regarde le prix sensible. Ah il est moins cher. Ils ont une image pas chère ou moins chère. Et la vérité, c'est que voilà, il faut regarder tout le plan de vente. L'effet tête de gondole. Tout à fait, l'effet tête de gondole, ouais. Et en termes d'emploi, comment ça se passe? Parce que on parle de reprise en termes d'activité, alors fragile, on l'a bien compris, on est aux prémices, on parle de chiffre d'affaires, la marge, c'est pas encore forcément le cas. L'emploi dans tout ça, on parlait de spécialisation, de formation, de nécessité d'avoir des gens qui soient spécialisés sur certains secteurs. Comment ça se passe? On parlait d'attrition de l'emploi, vous recrutez à nouveau dans vos négoces ou vous restez pour l'instant en position d'attente? Comment vous vous situez par rapport à ça? Nous, il n'y a pas de nouvelles embauches en ce moment sur Saint-Quentin. Et puis je crois que Thierry en parlait tout à l'heure un petit peu. On a vécu dans un certain confort aussi pendant, je parle de 2008 ou les années d'avant, où chacun faisait son travail. Et donc depuis 2008, ça c'est positif, on a appris à être beaucoup plus polyvalent chez nous. Et puis se donner moins de temps pour faire les choses et on y arrive. Alors ça grince des dents au départ, mais je crois qu'on on a surtout vécu dans un... Donc une meilleure organisation interne qui fait qu'on gagne en productivité. Moi je fais évoluer un petit peu la structure de personnel, mais déjà de manière très prudente, donc de manière assez réduite. Mais sur une vision de modification d'organisation, d'essayer d'apporter des choses nouvelles et une efficacité accrue. Et c'est pas une personne pour une personne en plus, de se dire tiens je remets une personne en plus parce qu'il y a plus de passages dans la cour, ou il y a un peu plus de choses à charger, à décharger ou de clients à recevoir. C'est pas dans cet esprit-là, c'est dans le but d'améliorer dans la vision et un schéma de fonctionnement un petit peu différent, amélioré. En plus, je pense que c'est pas avec du plus 1, plus 2% qu'on peut se dire, on va rembaucher à nouveau. Oui. Il faudrait, c'est que voilà. C'est pas l'effet volume. On connaisse des chiffres comme en 2008 pour dire, oui, effectivement, c'est sûr que si on faisait plus 20, il y aurait besoin de monde. Ce qui n'est pas le cas. On reste très prudent aussi, en attendant que ça se confirme et que ça augmente, quoi. Après, on en parlait un petit peu avec Arnaud Brocard tout à l'heure. On parlait de création d'agences, donc même dans ce contexte un peu compliqué. Il y a aussi parfois des phénomènes de rénovation d'agences. Je pense à vous, Thierry Braque, avec je dirais, des travaux prévus ou à prévoir sur certaines agences qui permettent de redynamiser l'activité commerciale.
Ça aussi, j'imagine que c'est des choses qui sont très très sensibles au niveau de vos organisations et de vos plans de charge. Comment vous réagissez par rapport à ça dans la gestion de vos personnels, déploiement d'une nouvelle agence, comment c'est géré chez vous en interne? Vous disiez effectif constant. Oui, exactement. Enfin, nous, on a essayé on va pas dire profiter de la crise, mais la crise était installée et on a profité de l'aubaine, on a eu une opportunité sur un autre secteur géographique. Donc on a profité de cette crise pour implanter une nouvelle agence et on a essayé d'être prudent en faisant ça effectif comparable, c'est-à-dire qu'on a déplacé du personnel et donc forcément en déplaçant du personnel, on a essayé de gagner en productivité dans tous nos points de vente. Maintenant, au niveau des effectifs, là, à l'heure qu'il est, c'est pas la reprise que l'on connaît depuis avril qui va on va pas s'enflammer. On n'a pas chez Sodimat de plan de recrutement. On est plutôt on travaille plutôt sur la formation, la professionnalisation de nos équipes pour être encore plus performants, encore plus professionnels, apporter du service à nos clients et des bonnes réponses. Voilà, on travaille principalement sur la productivité et pour l'instant, le recrutement, ce n'est pas forcément à l'ordre du jour. Et c'est vrai que c'est fou, ça a vraiment changé. Je me rappelle les années 2005 jusqu'à 2008 où on dégainait rapidement. On passait des annonces on a des responsables qui disaient j'ai besoin de quelqu'un. C'était fait très rapidement, sans trop réfléchir. Aujourd'hui, une embauche, c'est réfléchi. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être polyvalent si l'activité est saisonnière? Est-ce qu'on en a réellement besoin? Et puis les gens ont aussi conscience chez nous. Il faut être très prudent, quoi. Donc il n'y a pas encore beaucoup d'embauches. Pour confronter aussi un petit peu avec les chiffres, c'est un peu ce que vous ressentez, enfin c'est le sentiment que j'en ai. Mythe ou réalité de la reprise, on voit bien qu'il y a des prémices de reprise, hein, on le dit, c'est assez récent. Puis vous nous dites qu'il y a aussi des éléments quand même qui nous poussent à la réflexion. Est-ce qu'on parle réellement de reprise ou est-ce que c'est un soubresaut Déjà, ce qui a été rappelé aussi, c'est qu'on part de très très loin. Donc reprise oui, mais sur un secteur qui en moyenne a perdu 20-25% selon les métiers de sa valeur sur les 10 dernières années. Donc j'ai envie de dire, au bout d'un moment, quand on est au fond de la piscine, on ne peut que remonter, quoi. Et puis, il y a comme je l'expliquais, des facteurs externes qui sont bien alignés aujourd'hui et qui ont mis un peu de souffle dans la construction par le levier de la construction de logements neufs. Je reviens toujours là-dessus avec les taux d'intérêt et accessoirement une politique d'incitation fiscale qui en tout cas n'a pas enrayé le moteur. Donc oui, on peut parler quand même d'une reprise parce que comparé par rapport aux années précédentes, mais les années précédentes étaient quand même des annus horribilis, pour reprendre une expression célèbre de la reine d'Angleterre. Donc on repart forcément d'une base qui était tellement basse qu'il faut relativiser cette croissance. Mais elle est là. Aujourd'hui, à des intensités différentes, elle concerne à peu près toutes les grandes activités de la construction. Mais il commence à y avoir quelques petits signes inquiétants, notamment sur le premier des moteurs, qui est la construction de logements neufs, puisque cette resolvabilisation de la demande liée à ces taux d'intérêt relativement bas a eu comme effet aussi de faire monter énormément les prix des logements, notamment des logements neufs et aussi dans l'ancien. Sachant qu'en France, il y a quand même des zones qui sont très très tendues, où le foncier est déjà cher et où les prix ne demandent qu'à repartir sur une courbe ascendante. D'ailleurs, soit dit en passant que la France est un pays où, malgré la crise de ces 10 dernières années, y compris dans la construction de logements neufs, il n'y a pas eu de correction très forte des prix. Il y a eu des baisses de prix, mais pas des corrections très fortes comme on a pu voir dans d'autres pays. Et à partir du moment où la demande est revenue sur le marché, les prix qui n'avaient pas si baissé que ça sont repartis très très fort à la hausse.
Et encore en plus, les taux d'intérêt qui restent, attention, hein, historiquement très très bas, en tout cas ont arrêté leur baisse, ont commencé légèrement à remonter. Donc on se retrouve avec des prix qui atteignent des sommets, des conditions de financement toujours très favorables, mais qui le sont quand même un petit peu moins qu'il y a quelques mois. Du coup, ça a mis un peu de frein à cette progression, et on l'a vu dans les ventes de logements neufs là, sur le 3e trimestre de cette année, qui affiche un recul de 7,8%, je crois, et qui est le premier recul enregistré depuis 12 trimestres. Donc là, déjà, ça, c'est un indicateur comme quoi donc les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et que cette reprise, notamment dans la construction de logements neufs, se heurte à nouveau à l'éternel problème de la construction en France, qui est les zones tendues, le prix du foncier, le manque de correction, l'absence de correction qu'il y a eu sur les prix depuis 15 ans maintenant. C'est bien noté, Frédéric. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez également ? Donc on parlait du neuf, hein. Le neuf, il y a eu des signes de reprise, mais maintenant un petit peu de ralentissement. La rénovation, qui est plus, a priori, votre cœur de métier, hein, au niveau de la rénovation, plusieurs redéploiements, j'allais dire, incitation fiscale, politique de taux d'intérêt compétitif, immobilier ancien, oui, tout à fait. Les perspectives pour vous, vous les sentez comment en fait pour les 2 ans qui viennent là, le contexte pour vous est plutôt favorable, vous êtes plutôt optimiste? Alors, au niveau des incitations fiscales, là, on a eu des petites surprises, puisque les crédits d'impôt concernant les menuiseries vont être stoppés. Je crois que sur les chaudières, c'est pareil. Donc là, on va mettre un coup d'arrêt sur certains types de travaux. Vous parliez de perspectives à moyen terme. J'ai aussi, moi, une petite interrogation. On a des règlementations thermiques qui nous sont imposées. Alors, on a connu la réglementation thermique 2012, qui a renchéri le prix du neuf de 15 à 20%. Moi, j'ai une crainte, c'est la prochaine réglementation thermique risque aussi de renchérir le coût de l'immobilier, et donc d'être aussi peut-être un frein ou un coup d'arrêt à ce redémarrage qu'on connaît actuellement. Voilà. C'est bien noté. On va être obligé tout doucement de conclure ce débat. Ce qu'on peut retenir peut-être, c'est donc un redémarrage, mais un redémarrage frileux, des premiers signes, quelques clignotants, pas au rouge, mais enfin qui doivent vous pousser à une certaine prudence, régulation du secteur, hein, qui fait que suivant les incitations fiscales, si elles sont délivrées ou pas, forcément ça accélère ou ça ralentit cette croissance, accompagnement des assureurs crédits, donc ce sont des choses effectivement qui peuvent booster l'accélération ou au contraire la freiner un peu. Et puis, si je conclus, et vous me dites si j'ai oublié des points, mais une nécessité de monter en compétence de la part des équipes, à la fois multitâches, polyvalents, mais également sur des métiers un peu nouveaux, des choses spécifiques que les autres n'ont pas, qui vous permettent de vous démarquer. Est-ce que j'ai synthétisé à peu près nos échanges de ce matin? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Parfait. Merci à vous tous. Et puis un groupement GEDIMAT qui reste optimiste. Voilà, voilà, c'est important de savoir effectivement garder un certain optimisme dans le contexte actuel et d'avoir un groupement solide, hein, puisque on le disait en préparation de cet entretien, mais vous n'avez jamais perdu d'adhérents ces dernières années. Oh, c'est des cas très rares, isolés, mais voilà, tout à fait. En général, voilà. Enfin, donc un groupement bien ancré dans ces territoires, solidaire. Ouais. Et c'est un peu ce qui fait votre force. Ouais, hein, tout à fait. Et une vision moyen-long terme qui est sans doute partagée, je pense, par tout le monde autour de cette table. On a plus de 5 ans d'existence et on existera a priori, j'espère tous, autour de la table d'ici une dizaine d'années. Donc pas cette vision court-termiste qu'ont d'autres intervenants du secteur. Essayez d'avoir un peu de perspective. L'année N-1 n'est pas le seul clignotant pour nos activités. Et Dieu merci pour tout le monde. Tout à fait. Il faut le dire aux banquiers, par contre. C'est le message qu'on donnera aussi aujourd'hui. Absolument, absolument. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Avec plaisir. Merci.